Salut, j'espère que vous allez bien. C'est un petit peu difficile de formuler ses vœux étant donné que vous verrez cette vidéo après le premier tour des élections et que c'est bien évidemment l'occasion de constater à quel point on s'enfonce dans la misogynie, le racisme, la xénophobie, mais aussi je pense réellement dans la bêtise en fait. Et c'est pas forcément réjouissant, bien évidemment. Mais j'espère quand même que ça va. J'ai posté à ce sujet sur mon compte Instagram si vous voulez voir d'ailleurs et les liens seront en barre d'infos. Aujourd'hui, je vais faire ce que j'ai envie de faire depuis que j'ai vu ce tweet de Marguerite Stern, c'est-à-dire que je vais y réagir et je vais essayer de partager avec vous des réflexions et aussi une histoire personnelle qui, en tout cas mon objectif avec ce partage, c'est de ramener ou d'apporter, j'espère, une parole qu'on entend peut-être peu et qui permettra à certains et certaines qui sont un petit peu vacillantes de se raccrocher et de ne pas tomber dans le racisme. Marguerite Stern a publié ce tweet. Je pense que le problème, c'est pas forcément ce tweet en lui-même. Je pense que le problème, c'est que ce soit le seul tweet. Et je vais m'expliquer. J'ai déjà, une fois dans ma vie, ou plusieurs fois dans ma vie en tout cas, ressenti le fait d'être la seule blanche et juste de me dire « Oh, je suis la seule blanche de l'endroit où je suis ». Et je ne pense pas que ce soit négatif. Je pense qu'en fait, alors c'est peut-être négatif mais pas forcément le fait de le penser. Je pense que c'est juste normal. Nous sommes dotés de 5 sens, dont l'un est la vue, et nous remarquons les choses. Quand je suis la seule femme dans un endroit, je remarque que je suis la seule femme dans un endroit. En plus, j'ai un cerveau très analytique, et donc, sans le vouloir, de manière assez instinctive, finalement, tout ce que je vois, ou presque tout ce que je vois, je l'analyse, et je fais des liens, et j'extrapole, et ça me fait partir dans plein de réflexions, et je le lie à plein d'autres sujets ou à d'autres réflexions que j'ai pu avoir. Donc oui, quand je suis la seule femme dans un endroit, je le remarque. Quand je suis la seule blanche dans un endroit, peut-être que je le remarque. Quand je suis la seule... je sais pas, personne valide dans un endroit, je le remarque, même si bon ça ne m'est jamais arrivé, etc. etc. Je viens d'une petite ville du sud-est où la mixité sociale et la mixité ethnique ne sont pas forcément très présentes. J'ai grandi entourée de personnes, dans mes camarades de classe et même dans mes amis proches, de personnes qui étaient toutes, sauf une ou deux, plus riches que moi. Et en fait, au-delà de la question de plus riche, c'est que mes parents appartiennent à la classe moyenne moins. D'accord, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mes parents n'ont pas le bac, ma mère a été femme de ménage pendant des années, puis après elle est rentrée au conseil régional, et voilà, et désormais elle a un poste pour lequel elle a travaillé très dur, mais en fait elle a travaillé aussi très dur pour pouvoir avoir un emploi fixe en tant que femme de ménage, puis dame de cantine. Et mon père a été échafaudeur toute sa vie, sur des chantiers, sur des bateaux, sur des immeubles, etc. Il a travaillé dans l'amiante, enfin voilà. C'est important de le repréciser parce que je pense que certaines personnes ont vraiment une image de moi totalement déconnectée de la réalité parce que je suis prof de lettres, parce que j'adore la littérature, parce que j'habite à Paris et parce que je refuse de céder en fait à un populisme xénophobe et fascisant. Alors que non, voilà. Voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai connu. Je suis jamais partie en vacances quand j'étais petite. Les seules fois où je suis partie en vacances, c'est pour rejoindre ma famille en Bourgogne, dans un tout petit village. Une fois, je pense qu'on est allé dans la Drôme avec mes parents et quelqu'un de la famille, voilà. Ça s'arrête là, d'accord? Moi, j'ai pris l'avion pour la première fois quand j'avais, je pense, 16 ans. C'était grâce à une de mes amies, justement, et à sa famille, qui, eux, étaient beaucoup plus riches, en fait, famille de médecins, voilà. La première fois que je suis partie à l'étranger, c'était... je sais pas pourquoi, ça m'émeut un peu de parler de tout ça, alors que je le vis très bien, mais bon, ça m'émeut un peu. La première fois que je suis partie à l'étranger, c'était en voyage scolaire, en fait, en Allemagne. Et je pense que ça a été aussi un investissement pour mes parents et ça a été une somme pas évidente non plus à sortir. Je suis jamais repartie à l'étranger après, jusqu'à avoir 18 ans et avoir économisé mes anniversaires, l'aide de ma famille, etc. Et partir en Europe pour la première fois. Voilà.
Et c'est pas, je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, hein, je dis ça parce que c'est la vérité de ce que je connais, de ce que j'ai connu. Mais j'étais entourée de personnes beaucoup, beaucoup plus aisées que moi, et qui en fait, même à l'échelle du pays, étaient des personnes très aisées. Voilà, j'ai eu des amis qui avaient des noms à particules, qui faisaient des rallyes, des familles tout ou presque issues du soit militaire, soit médical, paramédical, qui gagnaient très bien leur vie, etc. Je pense que j'en ai toujours eu conscience, mais je l'ai jamais mal vécu, et pour le coup, ça n'a jamais été un problème. La mixité ethnique ou d'origine, comme vous voulez l'appeler, en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais connu quand j'étais jeune, jusqu'à quitter en fait le lycée, étant donné que dans mon collège et dans mon lycée, alors dans mon collège, il y avait quelques élèves asiatiques. J'ai 2 de mes amis très proches qui sont métis asiatiques, mais qui, quand on les voit vraiment, sont clairement asiatiques. Il n'y avait pas d'arabes, pas de maghrébins dans mon collège et dans mon lycée, ou très très peu. Puis il n'y avait pas de noirs. Il y avait 2 élèves noirs en fait au collège, dont je me souviens très bien, et qui ont subi des moqueries et qui ont subi du racisme. Et au lycée, il n'y avait personne autre que blanche. Pour le coup, au lycée, c'était encore plus marqué, et voilà. Et puis quand j'arrive à Paris, à la fac, pas forcément non plus énormément de mixité, en fait. Je suis en études de lettres. Non, enfin, à la base, bon, bref, je fais de longues perditions à la fac, et puis j'arrive et je finis en études de lettres, et à ce moment-là, je me rends compte que la mixité, je la rencontre beaucoup à Paris, bien évidemment, mais pas du tout à la fac, en fait. En tout cas, pas dans ma filière. Dans d'autres filières, énormément de mixité. Mais je la rencontre parce que j'habite dans des quartiers dits populaires, et puis parce que je fais le choix, en fait, de me tourner vers du bénévolat, et que je donne très rapidement des cours de français à la Croix-Rouge, à Bobigny, que je donne ensuite des cours du soir à des adultes migrants, majoritairement des Égyptiens, et quelques élèves, quelques personnes, c'était pas des élèves, mais d'Afrique subsaharienne. Puis ensuite j'ai un CDI dans une école pour expatriés à Opéra, donc je côtoie énormément, c'était une école qui accueillait majoritairement, à 99%, des élèves des apprenantes chinois, chinoises, coréens, coréennes, japonais, japonaises. Et donc, de fil en aiguille, forcément, je me retrouve à être entourée, je sais pas, j'ai pas fait de stats, mais je pense qu'on peut dire à 70% de personnes qui ne sont pas blanches. Et c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment quittée. Étant donné qu'après, j'ai passé le concours de l'éducation nationale, puis j'ai été envoyée à Bondy, et à Bondy, il y a quand même si j'ai travaillé dans le privé, contrairement aux idées reçues sur l'enseignement privé catholique, il y a beaucoup d'établissements où il y a une grande mixité, puis il y a une grande ouverture, et il y a un grand discours, il y a vraiment un échange interreligieux, interculturel, tout ce que vous voulez, bref. Et là, j'ai beaucoup d'élèves du Maghreb, et puis après, j'ai la chance d'avoir le poste que j'ai actuellement, c'est-à-dire en classe du PE2A, avec des élèves qui viennent tous d'Afrique subsaharienne, et voilà, et beaucoup de collègues aussi dans mes profs qui sont d'origines diverses. Et donc, je vis dans un environnement et je côtoie des gens, et puis dans ma vie personnelle aussi, il y a des choses que je raconte pas en ligne, mais voilà, je suis entourée de personnes qui ne sont pas blanches. Et ça va très bien. Voilà, ça pourrait s'arrêter là, mais en fait, non, je veux pas que ça s'arrête là. Parce que quand je me souviens d'une fois où je me suis fait cette réflexion. Je suis la seule blanche. C'était quand j'ai commencé les cours justement à la Croix-Rouge à Bobigny, mais c'était pas dans la salle de classe que j'ai eu cette réflexion. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas de Paris, ça vous semble peut-être un peu abstrait tout ça, mais je prends la ligne 5 du métro, et je descends au terminus qui est Pablo Picasso, et là je devais reprendre un bus pour aller à la Croix-Rouge. Et dans le bus, effectivement, je suis la seule blanche. Et je me le dis, je le remarque en fait, pas immédiatement, hein. On attend que le bus démarre, on est tous là, voilà, comme ça, puis d'un coup je me dis, ah mais il n'y a pas d'autres personnes blanches. Est-ce que c'est raciste que de penser ça? Je pense pas. C'est juste qu'à un moment donné, au contraire, quand on a conscience des dynamiques raciales, racistes dans un pays, des inégalités, des stéréotypes, des clichés, quand on connaît les dynamiques également l'intersectionnalité, si vous voulez, avec aussi toutes les questions sociales et de classe, forcément, quand vous vous retrouvez à prendre le bus à Bobigny, et que vous êtes un minimum éduqué sur ça, vous vous dites « Ah ouais, en fait c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de blancs ici. »
Et c'est vrai qu'en l'occurrence, je suis la seule blanche. Et ça m'a fait bizarre. Mais là où je pense qu'il y a une énorme différence entre le tweet de Marguerite Stern et ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, ça m'a pas fait bizarre, je me suis pas sentie mal. Je me suis pas sentie menacée. Je me suis pas posé de grandes questions sur la France est en train de se faire envahir. Je me suis dit comment il est possible, comment est-il possible qu'on ne se rende pas plus compte que quand je suis dans le Marais, quand je suis au but de Chaumont, quand je suis, je sais pas, dans plein d'autres endroits, quand je suis dans ma petite ville du Sud, quand je suis à la plage, quand je profite de la vie comme ça, en fait, on est entre blancs, ou quasiment entre blancs, et puis j'arrive en périphérie de Paris, je passe quasiment le périph', et puis là, tout de suite, il y a un énorme changement. Voilà. Et là, effectivement, il faut se poser des questions, mais les questions qu'on doit se poser, ce ne sont pas des questions normalement qui amènent au racisme. Ce sont des questions qui amènent à prendre conscience des dynamiques profondément inégalitaires d'ostracisation, de ghettoisation, d'exploitation, de domination sur des personnes non blanches sur le territoire français, et pas que, mais ici on parle du territoire français. Voilà. Et puis après, la question c'est de se dire, moi je le vis à un moment bien précis, bien délimité dans le temps, et où par ailleurs ne s'impose aucune forme de domination, aucune forme de jugement, aucune forme de discrimination. J'ai fait mon trajet en bus tout à fait normalement, je suis descendue, et puis j'ai refait le trajet en bus, et puis après ça a été ce que j'ai fait pendant des mois et des mois, et je n'ai jamais eu le moindre problème par ailleurs, je tiens à le préciser. Mais, pour reprendre un des exemples que je vous ai donné, l'élève noire qui était l'une des deux seules dans mon collège, elle, ça a été... Alors je sais plus si elle était là de la 6e à la 3e, mais admettons qu'elle était là juste même en 4e et 3e si vous voulez. Elle, de la 4e à la 3e, du lundi au vendredi, hors vacances scolaires, elle a pu se dire qu'elle était la seule noire. Et quand bien même elle ne l'aurait pas pensé, les gens autour lui ont bien fait comprendre. Et ce que je trouve absolument incroyable, c'est ce manque d'empathie et d'intelligence profonde qui fait que, alors même qu'on est confronté à une situation et on se dit oh, j'ai 30 ans, j'ai 28 ans, j'ai 25 ans, c'est la première fois... on ne se dit pas, c'est la première fois que je ressens ça. C'est la première fois que je vois ça. Comment est-ce que ça me fait me sentir? Est-ce que c'est évident? Mais pourtant, personne ne me dit rien. Et pourtant, personne ne m'agresse. Et pourtant, je ne vois pas dans les magazines, dans les journaux, à la télévision, dans les livres d'histoire, à peu près partout, en fait, que ma couleur de peau est dépréciée, qu'on associe des défauts absolument outrageants avec ma couleur de peau. Malgré tout ça, comment est-ce que c'est quelque chose que je ressens? Mais alors que doivent ressentir et penser les gens qui le vivent depuis qu'ils sont petits, et qui ont avec eux tout le bagage du racisme associé. Et moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne comprendrai pas, et je le dis très, très, très honnêtement, jusqu'à la fin de ma vie, je pense, je ne comprendrai pas que des personnes manquent d'empathie à ce point et d'intelligence à ce point pour se dire, je ressens ça à un moment donné, comment l'ont vécu d'autres personnes? Et si moi, je ressens juste ça, qu'est-ce que ça veut dire pour ces autres personnes? Et de replacer les choses dans leur contexte. Moi, je ne peux pas comprendre ça. J'ai la grande chance, et franchement, je mesure mes mots, j'ai la grande chance de vivre à Paris. J'adore Paris, d'amour pour un tas de raisons, mais j'ai la grande chance de vivre à Paris parce que il y a, n'en déplaise à certains et certaines, et je sais qu'on va déjà m'accuser de bisounours ou de que sais-je, il y a de vraies mixités avec des pluriels à tout ce que je dis là. Et c'est extrêmement enrichissant, mais encore une fois, je veux pas utiliser la mixité comme un outil pour s'enrichir, nous, petits privilégiés. C'est pas ça que je veux dire. Je pense que la mixité enrichit tout le monde, et je pense qu'il y a certaines mixités qui devraient pas exister, parce que je pense qu'il devrait déjà pas y avoir ces disparités. Donc je pense déjà qu'une mixité sociale, de classe en tout cas, devrait être beaucoup moins importante, parce qu'il devrait y avoir moins de classe sociale, hein, voilà. L'écart doit être réduit. Bref. Mais quand je vois certaines personnes, et quand je vois qu'en fait les votes racistes viennent majoritairement de personnes qui ne côtoient pas de personnes
je sais pas, du Maghreb, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, du Caucase, de l'Asie du Sud-Est, enfin peu importe. Je me dis, mais comment, avec un minimum de jugeote, ces gens ne peuvent-ils pas se rendre compte que les personnes qui vivent en général dans les grandes villes, les personnes qui sont justement dans cette mixité sociale, ethnique-là, ne votent pas raciste. Si le problème c'était vraiment cette mixité-là, les gens qui sont concernés voteraient différemment. Et ce n'est pas l'histoire de celui ou celle, le cliché de la bobo ou du bobo gauchiste qui vit tranquille dans son appart en plein 10e. Non, c'est faux. J'habite dans le 20e arrondissement. C'est un quartier ultra populaire, c'est loin d'être un quartier de riches. Effectivement, il y a eu une certaine gentrification, il y a eu une boboification, si vous voulez, même si encore une fois, ce terme bobo, est-ce qu'on pourrait pas en débattre, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à ça, mais bon, bref. Et on vote à gauche. Tout se passe bien, en fait. Et je travaille en proche banlieue parisienne, je vais tout le temps dans le 19e, je vais à Barbès, je vais à Château-Rouge. Je vais à Château d'Eau. Voilà, je tiens à le dire, il ne m'est jamais rien arrivé. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive rien aux autres. Et encore une fois, je ne suis pas là en train de dire qu'il n'y a pas des quartiers qui sont plus dangereux que d'autres. Bien évidemment, tous les quartiers ne sont pas sûrs et sécures. Et en fait, il y a des quartiers où il y a certains types de délinquance, d'autres où il y en a un autre type de délinquance, etc. Mais ce que je tiens vraiment à dire, c'est que déjà Marguerite, quand elle rentre dans ce métro, je serais bien curieuse de savoir dans quel métro elle est rentrée pour être la seule blanche. Parce que j'ai pris le métro pendant des années, ça fait 13 ans que j'habite à Paris. Donc on va pas me la faire en fait. C'est rare quand même de trouver un métro où il n'y a pas de blanc et de blanche. En fait, si, peut-être. Quand tu prends certaines lignes, le matin très tôt, vous savez, les gens qui vont nettoyer les bureaux, les gens qui vont garder les enfants, et beaucoup de femmes notamment, les ouvriers, etc. Là, ouais, tu vas effectivement pas trouver énormément de blancs. Même si, encore une fois, vous voyez, moi, ce discours, je le nuance, parce que j'ai des parents qui étaient blancs, enfin, qui sont blancs, et qui ont été dans ces classes ouvrières-là, dont on oublie trop souvent les blancs. Mais c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Là, ouais, peut-être que tu te sentiras la seule blanche. Mais ça, apparemment, c'est trop dur aussi pour certaines personnes qui ont viré totalement racistes de le comprendre. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, je pense, avec cette vidéo, c'est que c'est normal, parfois, d'avoir certains malaises. C'est normal, parfois, de remarquer certaines choses, de se poser certaines questions. Et quand on est blanc et quand on est blanche, en général, il faut attendre très longtemps d'avoir cette conscience qu'on est blanc et qu'on est blanche. Parce qu'on vit dans un pays déjà majoritairement blanc, c'est normal, c'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est rien du tout. Comme le Sénégal est un pays majoritairement noir, comme le Laos est un pays majoritairement asiatique. Enfin voilà, c'est fini quoi. Au bout d'un moment, il y a aussi des choses réelles, d'accord ? Mais au-delà de cette question-là, les blancs et les blanches n'ont pas conscience de leur blanchité parce qu'ils sont la classe dominante en termes racial. Et donc, pendant des années, tu te poses pas cette question-là. En tant que blanc et blanche, c'est normal parfois de se poser des questions, d'être maladroit, d'avoir des idées qui sont racistes. On vit dans des sociétés racistes, on en est imprégné. Et je pense réellement qu'il faut créer des espaces où on peut discuter de tout ça, où on peut s'informer. Mais en fait, ça, c'est aussi un travail à faire entre personnes blanches, peut-être, pour pas balancer des propos violents, des propos qui peuvent énormément blesser à nouveau des personnes non blanches qui, tous les jours, subissent le poids de ce racisme. Et ce tweet de Marguerite, je le trouve minable, en fait. Genre, minable. Assume au moins, ça me fait bizarre, mais assume au moins ton racisme derrière ça. Parce que ce tweet aurait pu être, en fait, le début d'une réflexion hyper intéressante. Et le racisme fait que la réflexion s'arrête. Et ce racisme-là coupe du réel, justement, pour une personne qui se plaît à dire le réel. Mais ce racisme te coupe du réel. Ce racisme coupe des réalités racistes, des réalités économiques, des réalités historiques, des réalités sociologiques. Et c'est grave. Voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais j'espère que cette vidéo aura permis à certaines et à certains peut-être d'avoir des petites pistes. Je pense que c'est un peu tabou pour certains individus. Je pense que pour les blancs et les blanches, parfois c'est tabou de parler de ces choses-là. Moi, je suis à l'aise, ça me pose pas de problème, donc je
voilà, je prends sur moi pour, entre guillemets, pour faire ce témoignage et j'espère pour semer des petites pistes de réflexion et pour désamorcer certaines choses dans d'autres esprits. Je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous et ne nous divisons pas, au contraire, rassemblons-nous.